8h15 ici à Paris, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Didier Billon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Turquie. Une Turquie où le président Erdogan a donc été réélu hier pour un troisième mandat présidentiel avec un peu plus de 52% des voix contre 48% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Ce sont deux Turquies qui se sont réveillées ce matin ? Oui, c'est l'expression de ce qu'on avait constaté durant la campagne électorale. Deux blocs politiques, deux projets de société qui s'affrontent sur quasiment toutes les questions. Et donc, c'est la victoire, je pense, incontestable désormais de Erdogan. Ce qui est intéressant de constater, c'est que M. Erdogan, depuis des années maintenant, a polarisé la société turque. Parce qu'il a compris qu'en surfant sur la majorité conservatrice, la majorité sociologique, il atteindrait des victoires. Il y a déjà eu 14 victoires électorales de M. Erdogan. C'est donc la 15e ce week-end. Et donc, c'est un pari très dangereux parce qu'il ne joue pas la réconciliation. Il polarise systématiquement. Et d'ailleurs, dans son discours hier soir, il a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de répit et que la prochaine étape, c'était la reconquête des villes, des grandes villes de Turquie comme Istanbul et Ankara qu'il avait perdues en 2019. Donc, on voit qu'un homme qui est toujours sur une ligne de combat et d'affrontement avec ses adversaires. Oui, deux villes, Ankara et Istanbul, qui ont placé le candidat de l'opposition en tête d'un cheveu hier soir, ce que nous disait Ludovic de Foucauld tout à l'heure. Précisément, comment est-ce que ces deux Turquies vont cohabiter? Est-ce qu'il ne peut y avoir qu'un scénario de friction au bout d'un moment? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous fêtons quasiment jour pour jour le 10e anniversaire des événements de Gezi, cette fameuse révolte qui avait eu lieu non seulement à Istanbul, mais dans toutes les grandes villes de Turquie, et qui était déjà l'expression de cette résistance d'une partie de la société civile contre les mesures autoritaires, contre le cours liberticide de la politique de la Turquie. Eh bien, cela ne va pas se terminer dans des conditions difficiles pour l'opposition, c'est évident, mais la société civile turque, elle existe, elle vit, elle fonctionne, elle est dynamique, et donc elle résistera. Alors avec encore une fois, des moyens qui ne seront pas toujours en sa faveur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ne pensons pas que la vie politique turque est figée une fois pour toutes. Ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie de l'opposition turque ? Je pense que c'est le tournant stratégique qui a été opéré après le soir du premier tour. Avant le premier tour, M. Kılıçdaroğlu, le candidat uni de l'opposition, avait un langage d'apaisement, de rassemblement, d'unité du pays. Bon, et il était plutôt pas mal placé, même s'il est arrivé en deuxième position. Et puis, sous la pression des forces nationalistes, parce que c'est le grand bilan de ce scrutin électoral, les forces nationalistes sont dominantes en réalité en Turquie, eh bien, M. Kılıçdaroğlu a opéré un tournant stratégique très nationaliste, très anti-réfugiés, très anti-kurdes. Et donc, cela, je pense, lui a coûté cher parce qu'un électorat n'est pas susceptible de changer de pas aussi rapidement. Et donc, ce tournant en cours de campagne électorale, eh bien, je pense, ne lui a pas profité. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que si le taux d'abstention est un peu plus fort qu'au premier tour, il est surtout manifeste que dans les régions du sud-est de la Turquie, il est encore plus faible. C'est-à-dire que l'électorat kurde, si je puis l'appeler ainsi, n'a pas suivi la ligne qui a été développée dans l'entre-deux tours. La question maintenant, c'est cette opposition turque, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant? Déjà, c'était un petit miracle que tous ces partis d'opposition se soient liés pour arriver à désigner un candidat. Elle était assez hétéroclite, cette opposition, à ce mandat-là. Et maintenant ? Et maintenant, je pense que, comme vous le dites, elle était assez, même très hétéroclite. Et en réalité, je pense que ce sera l'éclatement de cette table des six, comme on l'avait indiqué. Il y a d'ailleurs eu, entre les deux tours, des déclarations de petits partis de cette coalition qui étaient plutôt favorables à la perspective d'une coopération avec Erdogan sur certaines réformes constitutionnelles. Donc il me semble, on peut le regretter, s'en féliciter, je crois que ce sera un fait avéré, non pas immédiatement, mais dans les jours ou dans les semaines à venir, que cette coalition va éclater en réalité, que chacun va repartir avec son propre parti sur sa propre ligne. Comment expliquer de l'autre côté maintenant que ni le séisme qui a fait près de 50 000 morts en Turquie, ni la crise économique avec une inflation, on en parlait tout à l'heure, à un niveau délirant, ni l'autoritarisme de Recep Tayyip Erdogan n'ait empêché sa réélection? Bien, pour toutes ces raisons, c'est ça le paradoxe, c'est que vu l'ampleur des défis économiques, politiques, les effets du séisme,
mais aussi géopolitique, dans une région qui est quand même un peu instable et un peu compliquée, eh bien Erdogan est apparu, et il s'est donné cette image, il a réussi à apparaître comme l'homme providentiel, un homme d'État qui a su faire respecter la Turquie sur le champ international, ce qui est une réalité au demeurant. Un homme dont on voit bien qu'il est très important dans l'hypothétique résolution de la guerre russo-ukrainienne. Un homme qui, au Moyen-Orient, a rétabli des liens amicaux et fluides avec nombre de pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Donc c'est cette image d'un homme qui joue l'unité du pays. En tout cas, il se présente ainsi. Un homme qui a une longue expérience, ce qui est un fait, qui s'opposait en fait à cette coalition hétéroclite que nous venons d'évoquer. Et une partie des Turcs, mais je rappelle quand même 48-52. Donc ce n'est pas non plus une majorité énorme. Des électeurs. Des électeurs. Donc c'est la carte qu'il a jouée, elle lui a réussi. Et on voit bien que dans la Turquie profonde, la Turquie anatolienne, eh bien, il y a eu des votes très majoritaires en sa faveur, parce qu'il incarne ce besoin de stabilité d'une partie de la population. Mais est-ce que c'est-à-dire que ces électeurs lui pardonnent, si j'ose dire, son autoritarisme ? Oui, parce que pour une partie d'entre eux, c'est quantité négligeable. L'autoritarisme, dans le sens où il représente des valeurs qu'ils partagent, n'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est notamment dans les grandes villes, Istanbul, Ankara et quelques autres que nous avons évoqués précédemment. Là, il y a une partie de la population qui, dirait-on, est beaucoup plus occidentalisée, beaucoup plus attachée aux valeurs démocratiques, aux libertés individuelles et collectives. Et c'est cette partie de la population qui n'a pas voté Erdogan, parce que ce vote, en fait, était un plébiscite pour ou contre Erdogan. Est-ce que, précisément, dans les 4 années ou 5 années que vont durer son prochain mandat, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une encore plus grande restriction des libertés individuelles, une presse encore plus aux ordres, une communauté LGBT qui a été huée hier lors de son discours de victoire encore plus sous pression? Est-ce que c'est vers là que va la Turquie? Oui, je le crains, parce que beaucoup pensaient que Erdogan, une fois réélu, relâcherait un petit peu. Je ne crois pas du tout. Ce sera l'hubris de la victoire, parce qu'il y a un aspect psychologique aussi. Cet homme qui est au pouvoir depuis 20 ans, il a façonné son pays, il l'a fait évoluer, ça c'est incontestable. La Turquie n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années, et donc il va continuer sur la même ligne, d'autant qu'il a une conception de la démocratie qui est assez singulière, qu'il a déjà exprimée très clairement dans plusieurs de ses discours, en disant « j'ai été élu, donc je peux faire ce que je veux ». L'opposition n'a qu'à se taire. Et d'ailleurs, hier soir, dans son discours, il a même été très agressif à l'égard de celui qui a perdu les élections, Kılıçdaroğlu. C'est un indicateur. Le passage sur les LGBT, cette volonté de crisper les choses, de les polariser, est un indicateur du fait que les libertés démocratiques ne vont pas du tout s'élargir, mais au contraire, probablement se restreindre dans les mois à venir. Est-ce qu'il a déjà réussi son rêve politique suprême, c'est-à-dire détrôner Atatürk? Ben oui, en termes de durée en tout cas, en termes de durée. Nous fêtons aujourd'hui, cette année, le 100e anniversaire de la proclamation de la République. Un homme qui va rester au pouvoir durant 25 ans et plus, clairement, a marqué son époque, a marqué la Turquie. Et encore une fois, faut-il le voir, et c'est peut-être une des raisons de son succès, c'est que la conjoncture économique est très mauvaise depuis 3 ou 4 ans, vous l'avez rappelé. Mais sur une vingtaine d'années, les progrès économiques de la Turquie ont été considérables. Ça, c'est à son actif. Donc il n'y a pas seulement le passif, il y a les deux aspects. C'est une dialectique un peu compliquée, mais l'électeur turc moyen, il comprend qu'en 20 ans, son niveau de vie moyen, il a augmenté de 3. Ouais, l'importance du temps long, vous l'avez rappelé à l'instant, il n'y a pas beaucoup de dirigeants en ce moment qui reçoivent dans le même temps les félicitations de Moscou et de Washington, signe qu'il est un caméléon diplomatique hors pair. C'est un caméléon diplomatique, c'est un homme d'une grande plasticité. Et c'est un homme incontournable. Et la Turquie est désormais un pays incontournable. Alors, parfois un partenaire difficile, compliqué, parce que la Turquie défend ses intérêts nationaux, ce qu'elle perçoit comme ses intérêts nationaux, mais pour autant, ni dans la région qui est son environnement géopolitique immédiat, ni au niveau international, confère les réactions de Moscou ou de Washington, Erdogan apparaît comme un homme incontournable et qui s'inscrit dans la durée. Est-ce qu'on doit s'attendre, dernière question, à un discours plus radical vis-à-vis de l'Europe maintenant ?
Ah, je crains que les relations qui n'étaient déjà pas très bonnes entre l'Union européenne et la Turquie, avec des négociations d'adhésion qui sont au point mort depuis maintenant de nombreuses années, eh bien, ne repartiront pas dans le court terme, malheureusement. Merci beaucoup Didier Billon d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct nous livrer votre analyse sur la réélection donc de Recep Tayyip Erdogan